quelque part le long d'une lisière boueuse, dans l'est de l'Ukraine. 2025. Le bourdonnement commence, bas, presque comme un insecte. Un son devenu le bruit le plus redouté du champ de bataille moderne. Un drone FPV, à peine large d'un demi-mètre, emportant une charge creuse assez puissante pour éventrer un char de combat principal, fonce sur une colonne russe à 140 km à l'heure. L'opérateur est assis dans une cave à 3 km de là, lunettes sur les yeux, guidant la minuscule machine avec la précision d'un chirurgien. Il a fait ça des dizaines de fois. Le plus souvent, la cible ne voit rien venir. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Derrière une rangée de bouleaux fracassés, un véhicule chenillé est tapis au ras du sol. Sa coque est familière. La silhouette d'un BMP-3, véhicule de combat d'infanterie. Mais la tourelle n'est pas la bonne. Plus profilée, plus petite, inhabitée. Et l'unique canon qui en dépasse est plus long et plus lourd que tout ce qu'un BMP standard a jamais emporté. La tourelle pivote avec une précision mécanique. Le canon se lève. Un seul obus de 57 mm quitte la bouche du canon à 1000 mètres par seconde et détonne à 5 mètres du drone qui approche, projetant des fragments programmables en un cône mortel dans le ciel. Le drone se désintègre en une pluie de plastique et de fibres de carbone. Aucun tir de missile. Aucun verrouillage radar. Pas d'intercepteur à $1 million filant depuis un lanceur. Rien qu'un obus tiré par une pièce dont la lignée remonte à un canon anti-aérien allemand capturé à Stalingrad en 1943. Réduit de drones. Le Bayraktar TB2 turc est vite devenu un symbole précoce de la résistance ukrainienne. Si tu es passionné par la technologie militaire et la Seconde Guerre mondiale, merci de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aidera énormément. Merci. Mais la véritable transformation est venue plus tard. Moins cher, plus petit, plus meurtrier. En 2023, les drones FPV avaient tout changé. Il ne s'agissait pas de grandes plateformes militaires coûtant des millions. C'étaient des quadricoptères de course modifiés. Un drone de loisir équipé d'une ogive anti-char. Coût total, entre 200 et 1000 $. On pouvait apprendre à en piloter un en quelques semaines. Et un seul opérateur pouvait, depuis l'abri d'une cave, détruire un char valant 5 millions de $. Les chiffres racontent une histoire qui frôle la science-fiction. En 2024, l'Ukraine à elle seule a produit environ 2,2 millions de drones de tout type. À l'horizon 2025, ce chiffre était annoncé à 4,5 millions. La production mensuelle de simples drones d'attaque FP5 est passée de 20 000 unités par mois au début de 2024 à 200 000 par mois à la fin de l'année. Une seule brigade ukrainienne en consommait plusieurs centaines chaque mois. Selon certaines estimations, le besoin réel sur le champ de bataille atteignait 2500 par brigade. Les deux camps brûlaient désormais des drones comme, autrefois, on brûlait des obus d'artillerie. Des milliers chaque jour, des dizaines de milliers chaque semaine. Le ciel était devenu un abattoir, et aucun des deux camps ne disposait d'un moyen efficace de les arrêter. Voyez ce que cela signifie concrètement. Un seul kilomètre de ligne de front dans l'est de l'Ukraine pouvait subir 20 attaques de drones ou plus par jour. Des drones de reconnaissance au-dessus, désignant des cibles pour l'artillerie, des drones d'attaque FPV chassant chars, camions et soldats isolés, des drones d'attaque à longue portée atteignant des dépôts logistiques à 50 km derrière les lignes, des munitions rôdeuses tournoyant des heures durant, attendant qu'une cible se révèle. La densité de menaces aériennes au kilomètre carré dépassait tout ce que les planificateurs militaires imaginaient possible il y a encore 5 ans. C'était là le cœur du problème. Les systèmes de défense aérienne traditionnels ont été conçus pour abattre avions, hélicoptères et missiles de croisière. Des cibles qui valent des millions de $. Un missile solaire comme le Buk coûte aux alentours de 700 000 $ l'unité. L'employer contre un drone en plastique à 300 $ n'est pas seulement du gaspillage, c'est un suicide financier.
L'équation ne tient tout simplement pas. Les armées épuiseraient leurs missiles bien avant que leurs ennemis ne manquent de drones bon marché. Selon une analyse, se défendre contre une seule journée d'attaque de drones avec des missiles guidés coûterait plus cher que la totalité de la flotte de drones ayant mené ces attaques. La guerre électronique aidait. Des brouilleurs pouvaient couper le lien radio entre le pilote et le drone, envoyant l'appareil s'écraser en vrille. Mais les deux camps se sont adaptés. L'Ukraine a inauguré des drones à fibre optique, reliés à l'opérateur par un câble aussi fin qu'un cheveu. Pas de signal radio, aucune fréquence à brouiller. Le drone volait au bout d'un fil, insensible aux contre-mesures électroniques. Une technologie empruntée, ironie du sort, aux missiles anti-chars soviétiques de la guerre froide. Ce qu'il fallait au champ de bataille, c'était une vieille solution à un problème nouveau. Une arme capable d'abattre des cibles bon marché à bas coût. Une arme à canon, pas à missile. Une arme pouvant tirer des dizaines de coups par minute, chacun coûtant une fraction du prix d'un missile, guidé par des optiques modernes plutôt que par des radars coûteux. Autrement dit, le champ de bataille avait besoin d'un canon anti-aérien. Un concept que les planificateurs militaires jugeaient obsolète depuis les années 1980. La réponse de la Russie était en développement depuis 2014, le 2S-38 Derivatia PVO. Le nom Derivatia se traduit approximativement par dérivation. Comme la dérivation balistique, c'est-à-dire la dérive latérale d'un obus en rotation pendant son vol. Un nom que seuls des ingénieurs peuvent aimer. Mais la machine elle-même est bien plus spectaculaire que son intitulé ne le laisse entendre. Commençons par le châssis. Le 2S-38 est bâti sur la caisse d'un véhicule de combat d'infanterie BMP-3, 18 tonnes et demie, chenillé, amphibie, capable d'atteindre 70 km à l'heure sur route et 10 km à l'heure à la nage pour franchir les rivières. Il peut suivre les colonnes blindées. Il franchit les coupures humides sans moyen de pontage. Et il emporte assez de blindage, un alliage d'aluminium soudé avec des renforts composites pour arrêter de face des obus perforants de 30 mm. Mais le châssis n'est que la base. La véritable arme est au-dessus. Une tourelle inhabitée, l'AU-220e Baïkal, pesant 3,2 tonnes, armée d'un unique canon automatique de 57 mm, désigné 2 à 90. Ce canon tire 2 coups par seconde, 120 coups par minute. Chaque obus quitte la bouche du canon à 1000 mètres par seconde, soit environ 3 fois la vitesse du son. La portée efficace contre des cibles aériennes atteint 6 km. Altitude maximale, 4 km et demi. Contre des cibles au sol, le canon porte jusqu'à 14 km et demi. La tourelle est entièrement inhabitée. Les 3 membres d'équipage, chef de bord, tireur et pilote, prennent place dans la caisse. Personne n'a à s'exposer au feu. Le canon peut pointer jusqu'à 75 degrés, presque à la verticale, et s'abaisser jusqu'à -5 degrés. Il pivote sur 360 degrés. Et comme la tourelle est commandée à distance depuis l'intérieur de la caisse, elle peut suivre et engager les cibles avec une rapidité et d'une précision qu'aucun système à manivelle actionné par un humain ne pourrait égaler. Mais la véritable innovation ne réside pas dans le canon lui-même. Elle tient à ce qu'il tire. Le 2S-38 a été conçu dès l'origine pour utiliser des munitions programmables. Ce ne sont pas des obus ordinaires. Chaque coup emporte une fusée électronique que l'on peut régler au moment du tir. L'ordinateur de conduite de tir calcule la distance exacte à la cible, programme la fusée et envoie l'obus. Au moment précis, l'obus explose en plein vol, projetant vers la cible un cône d'éclat. C'est la différence essentielle entre la Derivatia et tous les canons antiaériens qui l'ont précédé. Les anciens systèmes comme le Shilka ou le Tunguska comptaient sur les coups au but ou les tirs frôlés. Ils lançaient des murs de métal dans le ciel en espérant qu'au moins quelque chose atteigne la cible. Contre des avions à réaction rapide, cela fonctionnait plutôt bien. Contre un drone de la taille d'une assiette, c'était presque inutile. Si tu es passionné par la technologie militaire et la Seconde Guerre mondiale, merci de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aidera
énormément. Merci. La fragmentation programmable change complètement la donne. L'obus n'a pas besoin de toucher le drone. Il doit exploser à proximité. Un nuage d'éclats à grande vitesse qui se déploie comme un parapluie mortel, lacère le plastique et la fibre de carbone fragile d'un petit drone sans exiger d'impact direct. Un obus, un drone. Le coût d'un obus de 57 mm se chiffre à quelques centaines de dollars. Celui du drone qu'il détruit est à peu près le même. Les comptes s'équilibrent enfin. Pour comprendre pourquoi la Russie a choisi le calibre de 57 mm, il faut remonter près de 80 ans en arrière. Après la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs soviétiques ont étudié des canons anti-aériens allemands capturés. Parmi eux figurait le Géré 58 de 5,5 cm, une arme expérimentale que les Allemands n'ont jamais menée à terme. Le concepteur soviétique Vassili Grabin s'est appuyé sur ces plans saisis pour créer une nouvelle arme. Il en est résulté le S-60, un canon anti-aérien tracté de 57 mm, entré en service en Union soviétique en 1950. Le S-60 devint l'une des armes anti-aériennes les plus efficaces de la guerre froide. Il a combattu en Corée où les batteries nord-coréennes l'utilisaient pour défendre ponts et axes logistiques contre les chasseurs bombardiers américains. Il a combattu au Vietnam où des copies chinoises en ont fait l'épine dorsale de la défense aérienne nord-vietnamienne à basse altitude, abattant des appareils américains par dizaines entre 460 et 1500 mètres d'altitude. Il a servi dans tout le Moyen-Orient pendant la guerre des 6 jours et la guerre du Kippour. Les armées arabes déployaient des bataillons de 36 pièces, chacun pour défendre postes de commandement et positions d'artillerie. Il a combattu dans pratiquement tous les conflits du camp soviétique pendant 3 décennies. L'arme a été exportée dans plus de 50 pays. C'était le Kalachnikov des canons anti-aériens. Fiable, efficace, partout. L'obus de 57 mm était assez gros pour emporter une charge explosive substantielle, mais assez compact pour permettre le chargement automatique et un tir rapide. C'était le juste milieu qu'aucun autre calibre n'atteignait. Puis, dans les années 1960, les missiles sont arrivés. Les missiles solaires pouvaient monter plus haut, voler plus vite et suivre les cibles grâce au guidage radar. Les systèmes anti-aériens à base de canons furent peu à peu relégués au second plan. Le S-60 a été retiré du service. Le Su-57-2, son cousin automoteur, a été ferraillé. L'armée soviétique est passée au Shilka, avec ses 4 canons de 23 mm, puis au Tunguska, doté de canons de 30 mm et de missiles intégrés. Le calibre de 57 mm était déclaré mort. Pendant 40 ans, personne ne contesta. Les missiles semblaient rendre les canons obsolètes. Puis, les drones sont arrivés. Brusquement, les vieux problèmes ont refait surface. Petite cible, basse et lente. Assez bon marché pour être envoyée en essaim. Trop petite pour que la plupart des radars les accrochent de façon fiable. Trop nombreuses pour que des missiles onéreux puissent les traiter de façon rentable. Le champ de bataille avait de nouveau besoin d'un canon, et le calibre de 57 mm, abandonné pendant des décennies, s'est révélé être exactement la bonne taille pour un obus à fragmentation programmable assez intelligent pour abattre un drone d'un seul coup. Le Derivatsiya a été présenté publiquement pour la première fois au Forum militaire Army 2018 près de Moscou. Il a défilé sur la place rouge lors de la parade du jour de la victoire en juin 2020. Les essais d'État devaient s'achever en 2022. Les livraisons en série étaient promises peu après. Mais l'acheminement du système vers le front a été tout sauf fluide. Début 2025, la société d'État Rostec poussait publiquement à accélérer les livraisons. Le directeur industriel du système, Bekan Ozdoyev, a confirmé que le développement était achevé. Pourtant, des analystes de la défense ont souligné que le déploiement effectif restait incertain. Des informations du média polonais, Défense 24 faisaient état de difficultés techniques possibles. D'autres sources avançaient que les munitions programmables
précisément l'élément qui rend le système révolutionnaire, s'avéraient difficiles à produire au volume nécessaire pour des opérations de combat. Sans obus programmables, le Derivatia devient une arme tout autre. Il peut toujours tirer des munitions explosives et perforantes classiques. Il reste un puissant véhicule d'appui-feu direct, capable de démolir des positions d'infanterie, des blindés légers et des fortifications grâce à son canon de 57 mm à tir rapide. Mais face aux petits drones, les munitions conventionnelles exigent pratiquement un coup direct. Et touché, à 3 km, un drone de la taille d'un ballon de football avec un obus non guidé revient à enfiler une aiguille depuis l'autre bout de la pièce. Ce sont les munitions intelligentes qui distinguent le Derivatia d'un très coûteux canon d'appui pour l'infanterie. Et produire ces munitions à grande échelle, avec leur électronique miniaturisée, leurs fusées programmables et leur schéma de fragmentation précis, compte parmi les défis industriels les plus ardus de la production d'armements modernes. Ce défi reflète une vérité plus large sur la guerre des drones. Les deux camps sont pris dans une course entre la production et la destruction. L'Ukraine produit des millions de drones, la Russie construit des systèmes de guerre électroniques et se démène pour développer des intercepteurs. L'Ukraine s'adapte avec le guidage par fibre optique. La Russie riposte avec de nouveaux systèmes de détection. Chaque avancée appelle une contre-mesure. La technologie évolue de mois en mois. Le Derivatia apporte l'une des réponses dans cette course aux armements. Mais ce n'est de loin pas la seule. Tout au long du conflit, les deux camps ont improvisé des solutions. Des mitrailleuses anti-aériennes modifiées montées sur des pick-up, des soldats armés de fusils de chasse tentant d'abattre des drones à courte portée, et même des opérateurs formés qui utilisent leurs propres drones pour percuter en plein vol les appareils ennemis à l'approche. Le champ de bataille est devenu un laboratoire où les doctrines s'écrivent en temps réel. Ce qui rend le 2S-38 important, ce n'est pas qu'il résolve le problème des drones, aucun système ne le peut. Ce qui le rend significatif, c'est ce qu'il représente. Le retour du canon anti-aérien. Une catégorie d'armes que les armées du monde avaient délaissée au profit des missiles guidés. Un concept déclaré obsolète il y a des décennies, ressuscité par une menace que personne n'avait prévue. L'ironie est profonde. Pendant la guerre froide, la doctrine militaire soviétique considérait les canons anti-aériens automoteurs comme des éléments essentiels des formations blindées. Chaque division blindée avait sa batterie de Shilka. Chaque régiment de fusiliers motorisés disposait de son propre parapluie anti-aérien. Les canons avançaient avec les troupes, offrant une protection rapprochée que les missiles ne pouvaient pas assurer. Puis, les budgets se sont resserrés. Les missiles se sont améliorés. Les canons ont été retirés du service ou relégués au dépôt. Aujourd'hui, la menace même que les missiles étaient censés traiter, de petites cibles aériennes, a muté en quelque chose que les missiles ne peuvent pas contrer efficacement. Et la solution ressemble étrangement aux armes mises à la casse il y a une génération. Technologie différente, même concept. Un canon qui accompagne les troupes et abat ce qui passe dans le ciel. Le Shilka est entré en service en 1964. Ces 4 canons de 23 mm pouvaient saturer le ciel de métal à une cadence cumulée de 3400 coups par minute. Ils se révélaient dévastateurs contre les appareils volants à basse altitude. Pendant la guerre du Kippour, en 1973, les Shilka égyptiens ont décimé les jets israéliens qui s'aventuraient sous 1500 mètres. Les moudjahidines afghans lui ont donné le surnom de « machine à coudre » en raison du bruit de déchirement si caractéristique que produisaient ces 4 tubes lorsqu'ils tiraient. Pendant 2 décennies, le Shilka a été l'arme de défense anti-aérienne rapprochée la plus redoutée de l'arsenal soviétique. Mais ces obus de 23 mm étaient trop petits pour embarquer des fusées programmables. Et son radar émettait des signaux que des missiles anti-radar modernes pouvaient repérer et détruire. Dans les années 1990, il faisait figure de relique. Le Tunguska a amélioré le Shilka avec des canons de 30 mm et des missiles solaires. Mais il était coûteux, complexe,
difficiles à entretenir. Et ces missiles, efficaces contre les avions, se heurtaient au même problème de coût face aux drones bon marché. Chaque missile coûtait bien plus cher que la cible qu'il était censé abattre. Le Derivatia se situe sur un tout autre registre. Pas de missiles, pas d'émissions radar. Son système de visée repose sur des capteurs électro-optiques, un imageur thermique, une caméra de poursuite télévisée et un télémètre laser. Il détecte les cibles de manière passive. Il ne diffuse pas sa position. À une époque où la guerre électronique peut aveugler des systèmes radars en quelques secondes, cette approche passive offre un avantage de survie que les systèmes dépendants du radar ne peuvent égaler. Le système peut détecter, suivre et engager des cibles par tous les temps, de jour comme de nuit, grâce à sa suite optique multispectrale. L'ordinateur de conduite de tir effectue les calculs et programme la fusée de chaque obus à sa sortie du tube. L'équipage choisit la cible. L'ordinateur fait le reste. Toutes les armées du monde observent. Les enseignements tirés d'Ukraine ont déclenché une réévaluation mondiale de la doctrine de défense antiaérienne. Les pays qui avaient retiré leurs systèmes à canon y repensent aujourd'hui. L'Allemagne a ressorti le Gepard, un canon anti-aérien automoteur de 35 mm qui avait été retiré du service de la Bundeswehr et partait littéralement à la casse. Berlin a envoyé des dizaines de ces reliques de la guerre froide en Ukraine, où elles se sont révélées terriblement efficaces contre précisément le type de petites cibles aériennes qu'elles n'étaient absolument pas destinées à combattre à l'origine. Les obus de 35 mm du Gepard, pensés au départ pour des jets soviétiques, se sont avérés excellents contre les drones Shahed conçus en Iran. L'ironie n'a échappé à aucun analyste militaire. Une arme conçue pour la dernière guerre gagnait la guerre en cours. La Corée du Sud a accéléré le développement de ses propres systèmes anti-drones à base de canons. La France a étudié les moyens d'adapter son artillerie antiaérienne existante. Plusieurs pays de l'OTAN ont commencé à investir dans des plateformes de canons à tir rapide spécialement conçues pour abattre à moindre coût des drones bon marché. L'ensemble de l'appareil de défense occidental, qui avait passé 30 ans à développer des missiles guidés toujours plus sophistiqués, redécouvrait soudain la valeur d'un simple canon à cadence élevée. Les chiffres venus d'Ukraine parlent avec une clarté brutale. À eux deux, les belligérants déploient des dizaines de milliers de drones chaque mois. Petits quadricoptères, plateformes de reconnaissance à voilure fixe, munitions rôdeuses, drones d'attaque de longue, portée, chacun exige une réponse. Et aucune armée au monde ne dispose d'assez de missiles guidés pour abattre tous les drones qu'on lui envoie. Le canon apporte une autre réponse, pas élégante, pas futuriste, mais économique, soutenable. Un obus de 57 mm, c'est un morceau d'acier usiné avec des explosifs et une fusée. Pas besoin de tête chercheuse, ni d'ordinateur de guidage, ni de liaison de données. Il quitte la bouche du canon, vole vers la cible et explose. Simple, reproductible, abordable. Reste à savoir si le 2S-38 Derivatia P fait haut tiendra ses promesses. Les munitions programmables sont encore en développement. La production à grande échelle n'a pas été confirmée. À la mi-2026, son engagement avéré au combat reste incertain. Les médias d'État russes et des sources de l'industrie de défense ont multiplié les promesses de livraisons imminentes, mais les confirmations indépendantes se font rares. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est le problème qu'il a été conçu pour résoudre. L'essaim de drones est l'arme emblématique de ce conflit. Bon marché. Nombreux, mortels, et chaque mois plus sophistiqués. La guerre en Ukraine a prouvé que les drones ne sont ni une nouveauté, ni un simple appoint. Ils constituent un instrument de destruction de premier ordre. Les sources de la défense ukrainienne estiment que les drones tactiques de courte portée représentent 60 à 70% des pertes en matériel russe. Les deux camps se livrent à une course pour en produire davantage, en faire voler plus et tuer davantage avec ces minuscules machines. Face à ce déluge, les anciennes solutions échouent, les missiles coûtant trop cher, la guerre électronique est débordée par le guidage par fibre optique.
les armes légères manquent de précision. Le champ de bataille réclame quelque chose de nouveau qui a l'air étonnamment ancien. Un canon à tir rapide doté d'obus intelligents, monté sur chenilles, qui progresse avec les troupes. Le calibre de 57 mm, né d'une technologie allemande capturée dans les décombres de la Seconde Guerre mondiale, déployée en Corée puis au Vietnam, déclaré obsolète à l'ère des missiles, a été ressuscité par une menace que les architectes de la guerre froide n'avaient jamais envisagée. Un drone en plastique à 300 $ a ramené le canon anti-aérien. L'histoire ne se répète pas. Mais parfois, quand les conditions s'y prêtent, elle rime avec une précision troublante. La derivatia deviendra peut-être l'arme que ses concepteurs voulaient créer, ou peut-être pas. Les promesses technologiques sont faciles. La production à grande échelle l'est beaucoup moins. La Russie a une longue histoire de prototypes impressionnants dévoilés dans les salons militaires qui mettent des années de plus que prévu à atteindre les unités en première ligne. Le fossé entre le stand d'exposition et le champ de bataille ne se mesure pas en kilomètres, mais en défis industriels, en ratés du contrôle qualité et en goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qu'aucun communiqué de presse ne peut résoudre. Mais l'idée qui la sous-tend, une riposte bon marché à une menace bon marché, un obus par drone, un canon par essaim, est de celle qu'aucune armée au monde ne peut se permettre d'ignorer. Le concept est déjà reproduit dans des bureaux d'études de Séoul à Stuttgart. L'ERA des drones a réécrit les règles de la défense aérienne. Et la première ligne de ces nouvelles règles ressemble étonnamment aux anciennes. Le bourdonnement va continuer. Les essaims vont se multiplier. Et quelque part, dans la boue et le chaos du champ de bataille moderne, une tourelle pivotera, un tube se lèvera, et un seul obus de 57 mm tentera de répondre à la question qui définit la guerre du XXIe siècle. Comment arrêter quelque chose qui coûte moins qu'un smartphone et vole plus vite qu'une voiture? Il s'avère que la réponse pourrait bien être un canon, le même type d'arme que les armées ont abandonné il y a une génération, reconstruite avec le regard d'aujourd'hui, chargée d'obus intelligents, visée par des caméras thermiques plutôt que par des mains humaines. Le passé qui se tend vers l'avenir pour résoudre les problèmes de demain. Un tir, un drone. Voilà la promesse. Que cette promesse tienne ou non déterminera la physionomie de la défense aérienne pour des décennies à venir.